Bonjour, bienvenue à Art de vivre. Aujourd'hui, on reçoit... Christian Poudrier de Enerpro. Non, c'est Enerprox. C'est Enerpro. Non, c'est Enerprox. Oh, ouais. Énergie de proximité, Enerprox. Bon, facile à retenir. Alors, on reçoit Christian Poudrier de Enerprox. Encore une fois, cette semaine, on a la grande chance d'être avec quelqu'un de particulier, qui a un parcours particulier, qui fait plein de choses particulières, de façon particulière. Christian Poudrier, bonjour. Bonjour. Christian, moi, je te connais très peu. Je te connais comme président du CA de Répit Jeunesse, oui, qui est un organisme qui accompagne les marginaux de notre société. Est-ce que c'est une bonne façon de décrire Répit Jeunesse? Oui, on peut dire en une phrase, briser le cycle de l'exclusion des marginaux. Donc, bon. ouais. Bon, fait qu'eux autres, c'est des marginaux de façon quand même assez ostentatoire. Ils sont remarquables, hein, ces gens-là dans leur marginalité. Toi, c'est quoi ton point en commun avec eux autres? Pourquoi t'es intéressé par cette cause-là puis par ce genre de monde-là? En fait, en toute humilité, j'ai un parcours assez atypique. Et puis, jusqu'à tout récemment, j'étais assez complexé, en fait, d'être un non-conformiste et un marginal. Et depuis peu, je l'assume et je pense qu'on a intérêt à valoriser les marginaux, on a intérêt à valoriser les non-conformistes parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire, ben, ceux qui ont eu de grands succès, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau artistique, la majorité du temps, c'était des marginaux et j'ai le sentiment que on est prompt à exclure les marginaux dans notre société alors que l'on devrait plutôt faire le contraire, leur offrir un contexte dans lequel ils peuvent valoriser leur potentiel. C'est ce que je crois. Ouais, une fois qu'ils l'ont exprimé, leur plein potentiel, on admire ça, les ouais, Steve Jobs, tu sais, puis on fait « Ah, wow, ils sont spéciaux, ils sont différents ». Mais quand ils sont ces bancs d'école, par exemple, on les met à bonne dame, puis on les envoie dans le coin. Là. Voilà. Puis, si on regarde dans une petite perspective historique, dans les 100 dernières années, la société s'est développée, on est parvenu à un niveau de vie appréciable, mais dans les 100 prochaines années, il y a des grands changements à opérer au niveau socio-économique, au niveau environnemental, et on a besoin des marginaux pour penser à des modèles d'affaires, à penser à des nouvelles entreprises, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de gouverner. Donc, on a grandement intérêt, du point de vue académique, du point de vue affaires, à intégrer, à accueillir ces marginaux-là, à leur faire de la place et à valoriser cette position de marginal dans notre société. C'est un défi extraordinaire parce que je veux dire, un système qui fonctionne avec des marginaux, il y a quelque chose d'incompatible. Comment on fait ça? Mais là, toi, tu es propriétaire d'une compagnie dans l'énergie renouvelable. Oui. Est-ce que avant qu'on en parle de cette compagnie-là, Enerpro? Enerprox pour énergie de proximité. Je le voyais, mais je le prononçais pas. Enerprox, excuse-moi. Veux-tu nous partager un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer Enerprox depuis quoi, quelques années? Oui, Enerprox a été créé en 2015. Okay. Puis j'ai été à la fois employé et entrepreneur pendant quelques années. Donc, je suis à temps plein dans Enerprox depuis 3 ans. Puis l'étincelle, en fait, pour faire un petit mise en contexte. Parle-nous-toi, là. Rapidement. Comme tu dis, pas l'humain, le particulier. Je trouve ça, on interviewe des particuliers. Excuse-moi. Bien, je suis bien content d'être là. En passant, c'est apprécié que vous faisiez de la place à cet exercice-là aujourd'hui. Je dirais Enerprox, si je remonte au début de ma vie d'adulte, à 18 ans, j'ai eu un enfant, donc pas moi, mais plutôt la mère de Anne. Lui aussi Anne, dit ça qu'il a accouché. Non, je sais pas que j'ai accouché. Parce qu'on est tombé enceinte. OK, mais l'accouchement, ça c'est vrai, tu me le laisses. Oh, ça, je te... 100%. Je dormais, moi. En tout cas, on en reparlera une autre fois. On va régler ça après. Donc, 18 ans, tu étais vraiment jeune. Ben, ouais, tu étais relativement jeune pour oui, absolument. Puis, de façon un petit peu caricaturale, je me souviens avoir été à l'hôpital la nuit où ma fille est née. J'ai ma fille dans les bras et puis je me mets à réfléchir en 2030, en 2040, en 2050. J'essaie de visualiser un petit peu son chemin de vie. Et là, en toute transparence, j'ai une petite crise existentielle, j'ai une petite angoisse qui monte à savoir, wow, ma fille est née aujourd'hui, dans quel monde elle va vivre dans quelques décennies?
Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un appétit de littérature, de me documenter, de lire, d'essayer de trouver un sens à mon rôle de père et d'essayer de trouver une position de parent dans laquelle je pouvais me justifier, me rassurer que la vie que j'allais mener allait contribuer à la hauteur de mes capacités puis de ce que je pouvais faire, allait contribuer à lui offrir un futur qui se tient. Puis, il faut être plusieurs à le faire pour assurer la pérennité des générations futures. Mais à ce moment-là, ma petite période d'angoisse m'a forcé, m'a provoqué dans ma sorte de crise existentielle à me trouver une position dans la vie dans laquelle j'allais pouvoir tout simplement rentrer chez moi le soir puis regarder mon enfant dans les yeux pour pouvoir lui dire « Papa, il fait son gros possible aujourd'hui là, à la mesure de ce que je pouvais faire ». Donc, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. J'étudiais en sciences de la nature au cégep à Victoriaville à ce moment-là. J'ai quitté les études assez tôt. J'ai commencé, en fait, je m'étais donné 2 zones, 2 sujets dans lesquels je me voyais m'impliquer. Un était l'éducation et l'autre, une passion pour l'énergie déjà que j'avais à très bas début de la vie adulte. Donc, j'ai commencé à aider les jeunes dans les écoles secondaires, à partir de l'art martial, justement aider les marginaux. Dans ce temps-là, je me sentais interpellé par ça. Et puis, pendant quelques années, je me suis promené Québec, Trois-Rivières, Montréal. On formait des groupes, en fait, avec des élèves que les professeurs ne voulaient plus dans les classes. On les rassemblait 10-12 jeunes, et là, on les entraînait, on les faisait méditer, on les sortait de leur zone académique. Et puis, c'était des jeunes qui avaient de forts potentiels dans la majorité des cas, mais qui, dans un contexte académique, n'évoluait pas très bien. Et puis, à un certain moment, j'ai croisé la notion de développement durable dans les lectures que je faisais. Ça commençait à m'interpeller. Ah, c'est parce que ça fait penser à Normand Maurice, là, ce concept-là là, de faire quelque chose de différent avec les jeunes marginaux. Ben, peut-être, effectivement. J'avais pas fait le lien entre ce que je faisais dans les écoles et Normand Maurice, mais pour m'être intéressé à son histoire, effectivement, la notion de développement durable, pour M. Maurice, c'était la gestion des matières résiduelles est un prétexte à ramener les jeunes dans un contexte de formation académique pour leur donner la chance d'avoir un emploi, de la rémunération, de se faire une vie, d'être un élément constructif pour la société, éventuellement. Donc, oui, merci de... visionnaire, hein, quand même. Ouais. Il appelait ça des ateliers culturels, je pense, ou des ateliers de culture. Fait que dans le fond, lui, il disait, c'est un atelier, c'est pas un atelier dans lequel on fait des meubles, ou on fait... C'est un atelier où on transforme non pas du bois ou du métal, mais on transforme des humains puis on change leur culture. Des particuliers. Hein? On transforme des particuliers. Ouais. Puis on les rentre dans le moule. Non, c'est vrai. mais ouais, c'est ça. Donc, fait que ça t'a inspiré ben, dans le fond, je sais pas, j'ai pas d'autres questions. Non, mais par rapport au développement durable, en fait, ben, tu veux que je poursuive sur cette notion-là? Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est bien correct. Pour la notion de développement durable, en fait, à ce moment-là, on y allait avec une caricature. Là. Il y avait une belle pancarte sur le bord de l'autoroute 20. C'est marqué « Berceau de développement durable ». Ouais, c'est ça. Ouais. Puis chaque fois que je passais devant, je me disais, est-ce que c'est le berceau de la gestion des matières résiduelles ou c'est le berceau du développement durable? J'ai commencé à partager ces réflexions-là à des gens de la communauté d'affaires de Victoriaville, puis d'élever le créneau au développement durable, à savoir l'équilibre entre l'économie, le sociétal, l'environnement. Ça, c'est un modèle qui est magique. Et de prendre la matière résiduelle, la gestion de matière résiduelle comme faisant partie intégrante de ce concept d'équilibre, mais de ne pas penser que le développement durable et la gestion de matière résiduelle, c'était le discours qui était porté. Puis certains membres de la communauté d'affaires m'ont mis devant Roger Richard à l'époque, qui était le maire de Victo. Ouais. Va donc dire à M. Richard ce que tu penses. Puis à cette époque-là, je me disais pourquoi pas, tu sais. Fait que on a commencé à défendre cette notion-là d'élever le créneau de développement durable, de faire transpirer le développement durable au-delà et dans toutes ses sphères. Et puis M. Richard a créé un comité à la MRC d'Arthabasca. Il y a eu le directeur général de la MRC qui s'est impliqué, le directeur général de la ville, des gens du cégep, de la commission scolaire, des gens de la communauté d'affaires. Donc, il y a un comité de développement durable là, qui s'est créé, qui était chapeauté et financé par la MRC d'Arthabasca. Et on a engagé une firme de consultants à faire une planification stratégique en lien avec le créneau de développement durable. Et à la sortie de cette étude,
la recommandation était de créer un organisme à but non lucratif, indépendant, autonome autant que possible, avec son propre conseil d'administration, pour venir provoquer, promouvoir, sensibiliser, structurer le développement durable localement. Et ça a donné naissance à la Corporation de développement durable qui existe aujourd'hui. Il y a une multitude de projets. On pense à la démarche des deux, on pense à la certification habitation durable, à l'écoparc industriel, on pense au forum de développement durable, on pense à tout ce qui est en mijotement actuellement parce que je sens que la Ville veut aussi relancer ce créneau de développement durable. Le petit bébé est réveillé. Depuis tantôt, là, t'en souviens-tu de slam? Pierre-Luc qui avait écrit un slam sur la Ville de Victoriaville. Ah oui? OK. Puis, t'en souviens-tu? Bébé qui dort. Dans le berceau du développement durable. Oui, il y a un petit bébé qui dort, je m'en souviens pas. Il pisse toute la nuit comme des arrosoirs. Moi, je m'en souviens un peu. Et puis ça pisse toute la nuit comme un arrosoir. Attends, tu peux faire, je le retrouve. Là. Ah non, mais moi, j'aurais peut-être de l'avoir, mais c'est ça, il y avait ça, le petit bébé, il dort, là, tu sais. Ouais, dans le berceau, là, il dort. Ouais. Mais là, il est réveillé, on le sent. Merci d'avoir réveillé. Ben... T'es pas tout seul, là, t'as toute une communauté, mais ça fait du bien de voir ce bébé-là réveillé. Puis, Absolument. Puis quand on regarde le conseil d'administration aujourd'hui de la Corpo de développement durable, ça passe par une diversité d'intervenants, ça passe par des gens qui sont de tout horizon. Puis cette notion-là, un des défis d'implanter cette notion-là, c'est qu'elle est transversale à tous les milieux, à tous les domaines. Mais d'un point de vue gouvernance, ce doit être les trois piliers, l'environnement, la société, l'économie. On ne peut pas se permettre de passer à côté de cette notion de création d'équilibre entre ces. Si on veut assurer la pérennité de nos générations futures, ça passe par là. Oui, absolument. Fait que donc, au sein d'organismes comme ça, tu as grandi, puis finalement, c'est après avoir fait un peu tes classes, si on veut, dans le développement durable, que là, tu as fondé t'as participé à la fondation de ta propre compagnie. En fait, à la sortie de la Corporation de développement durable, j'ai rencontré dans le cadre du projet Écoparc industriel, dans lequel l'Enerprox est situé actuellement, by the way. Dans le cadre de la réflexion sur l'écoparc industriel, j'étais à ce moment-là dans la Corporation de développement durable et un de mes rôles, c'était d'aller chercher des gens d'affaires, surtout dans la communauté, pour contribuer à la réflexion de la municipalité, dans ce cas-là, de l'écoparc industriel. Et il y a un type que j'ai rencontré à ce moment-là qui m'a éveillé sur la notion d'efficacité énergétique dans le domaine industriel. Et on a cliqué ensemble, qui est président de Sotec, en fait, qui est une entreprise locale. Et ça a été très rapide, en fait. J'étais dans la Corpo de développement durable, on parlait de l'écoparc industriel, on s'est mis à discuter, le président de Sotec et moi. Et puis, moi, je lui ai fait part du fait que j'étais prêt à un autre défi. En fait, je me souviens très bien de ce qu'il a dit. Il a dit, si tu fais pour Sotec ce que tu as fait pour la Corporation de développement durable, viens-t'en, il y a quelque chose pour toi. Puis, ça n'existait pas, en fait, le développement d'affaires. C'est le rôle que j'ai pris quand je suis arrivé chez Sotec. Ça n'existait pas. C'était Sylvain qui s'en occupait à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance pendant 8 ans chez Sotec de voir cette entreprise-là grandir d'une vingtaine d'employés au plus fort à une centaine d'employés, des projets d'envergure dans le domaine industriel avec des corporatifs. Donc, moi, mon rôle, c'était de travailler sur les avant-projets, donc d'accompagner les clients et de faire le pont avec les équipes techniques d'ingénierie, de contrôle, d'estimation pour amener des propositions d'affaires aux clients. Donc, j'ai vu une multitude de contextes de transformation. En passant, c'est assez particulier de connaître le backstory de la production industrielle et de la transformation industrielle, que ce soit alimentaire, le bois, les métaux, le plastique. Comment c'est fait, là, tu veux dire? Comment Vraiment? ça se fait, là? Comment ça se transforme concrètement? Là? Vraiment. J'ai visité toutes sortes des centaines d'usines de transformation de différents types. Puis, au début, c'était beaucoup... en fait, c'était très simple. Au début, mon rôle, c'était prendre des câbles, amener Sylvain. Sylvain soulevait les opportunités. Puis là, je ramenais ça à l'équipe de technique, on montait des propositions. Puis éventuellement, on s'est concentré sur des créneaux plus spécifiques. Mais j'ai eu la chance, pendant ces années-là, de voir une grande variété de bâtiments. Puis je suis tombé en amour avec la notion d'énergie renouvelable, mais dans un contexte d'énergie de proximité. Donc, ce qui c'est quoi ça, de l'énergie de proximité? C'est quand la ville elle a son propre petit centrale énergétique? En fait, ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est que historiquement, si on prend le projet du 20e siècle, les grands ouvrages hydroélectriques,
on a installé, on prend la province de Québec, on a installé de la puissance, de la grande puissance pour desservir la province, et c'est bien. On a aujourd'hui un actif de renommée internationale. On est privilégié au Québec d'avoir cette énergie abondante, propre, accessible, compétitive. Et sur la base de cet actif, maintenant, dans les décennies à venir, on va passer d'un modèle d'énergie centralisée, donc de grands ouvrages, à une énergie davantage décentralisée, du fait de la chute des coûts, que ce soit au niveau du solaire, que ce soit au niveau de l'éolien, des batteries. Donc, on va passer d'un modèle centralisé, on va s'appuyer sur cet actif de puissance, on va continuer à en bénéficier, mais pour les nouveaux actifs de puissance qui vont s'ajouter sur le réseau, parce qu'on en aura besoin, dans un horizon assez court quand même au Québec, ça passera par de l'énergie davantage de proximité. Donc, pour répondre à ta question, chez Enerprox, on voit l'énergie de proximité un peu comme la nature, en fait. La nature répond à son propre besoin d'énergie. Un arbre, une plante, il y a de l'énergie solaire abondante. En fait, l'énergie solaire seulement correspond à 10 000 fois la quantité d'énergie dont l'humanité a besoin aujourd'hui pour répondre à ses besoins. Donc, on va passer d'un modèle de grande puissance dont on a besoin à un modèle de proximité où on espère que chaque bâtiment viendra réduire la quantité d'énergie qu'il consomme et l'ajout de puissance se fera de plus en plus par site plutôt que d'avoir des grands ouvrages centralisés. Est-ce que tu parles au niveau commercial, industriel ou même au niveau résidentiel? Tu verrais comme chaque maison serait autonome ou il y aurait des petits, quartiers? En fait, la réalité, c'est qu'on passe d'un modèle d'énergie décentralisée et l'économie d'échelle, le volume fait en sorte que les industriels, les grands bâtiments sont les premiers à venir accueillir cette énergie de proximité. On pense à des usines avec des toits plats, on pense à des Canac Marquis, on pense à des BMR de ce monde, des grands bâtiments. Donc, le jeu le plus évident passera par ces grands bâtiments-là. Mais la réalité, c'est que si on prend, encore une fois, l'énergie solaire seulement, le coût des panneaux solaires a été divisé par 10 au cours des 10 dernières années seulement. Et si on regarde la tendance de ces coûts-là, à cause de cette mise à l'échelle de très grandes capacités de fabrication, bien, quand on regarde la courbe, c'est que dans un avenir très rapproché, le coût de revient de l'énergie de proximité sera inférieur au coût de revient de l'énergie centralisée. Donc, il faudra que l'énergie centralisée, l'infrastructure de la société d'État, repense son positionnement et se concentre sur des créneaux de grande puissance parce que le marché va se faire envahir, il va y avoir un déploiement massif. Donc, pour répondre à ta question, oui, au niveau des maisons, mais ça va passer davantage par les grands bâtiments dans un premier temps. C'est excitant. C'est ça, on est comme... Ah, mais c'est cool parce que, tu sais, moi, je faisais ça. Des fois, à cette émission, on parle de trouver un sens à notre vie, de pourquoi faire les choses, qu'est-ce qui nous motive. Mais j'imagine que dans ton cas, il n'y a pas une journée où est-ce que tu te demandes à quoi sers-je? En même temps, je dirais, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est tough. Si on revient à la notion de marginalité puis qu'on ajoute une couche d'entrepreneuriat là-dessus, il ne faut pas croire que c'est simple, que c'est facile. Et je pense qu'on a intérêt à accueillir et à apprécier une certaine forme de douleur à travers ce passage-là, parce que ce qui est exigeant et difficile, la récompense et la satisfaction est égale à ce passage-là aussi. J'ai déjà entendu quelqu'un dire fonder une entreprise, c'est comme mâcher du verre en se tenant au-dessus d'un abysse. Ben, c'est ça la réalité. Là, fonder une entreprise, il y a un parcours là-dedans. T'encourages pas les entrepreneurs, toi, là! Ben, en fait, mâcher du verre! En se tenant au-dessus d'un abysse. OK, cool! Non, mais il faut s'attendre à ce que c'est comme faire du sport. Est-ce que la personne qui joue au hockey s'attend à aller vivre un repos en allant jouer au hockey? Non, tu t'attends à sauter sa glace. Il y a un investissement, il y avait
un article sur la motivation là, pour bouger, exemple, ça te prend un effort minimum pour initier le mouvement, mais après ça, par exemple, tu vas faire de la course. Ouais. Une fois après, quand tu finis, ça t'a donné de l'énergie. Oui. Mais au départ, ça te prend un petit peu d'énergie pour initier la transformation ou initier le mouvement, mais à la fin, ça t'en procure davantage. Ouais. C'est un peu ce que tu partages. Mais effectivement, fonder une entreprise de cette envergure-là, j'imagine que c'est ça, c'est un beau défi. Là. Fonder et maintenir, il n'y a pas juste la fondation de l'entreprise. Là, t'sais. Absolument. Puis, tu sais, on valorise, si on prend un athlète qui se rend aux Olympiques, tu sais, on voit ça dans les annonces, là, tu le vois en train de s'entraîner, en train de suer, en train de faire des efforts, se lever tôt le matin, faire des sacrifices. Oui, le milieu du film de Rocky, là, quand tu vois des œufs, puis ouais. Ouais, ben l'entrepreneuriat, c'est ça à un certain moment. Puis, moi, je suis de ceux qui croient qu'on doit le dire ouvertement, on doit le partager et on doit même en être, à un certain moment, un peu fier de ça parce que c'est ça être marginal, c'est ça être non-conformiste, c'est s'attaquer à des sentiers qui ne sont pas battus. Puis, si on croit que ce sera simple, on est mieux de ne pas s'aventurer à l'entrepreneuriat ou à changer le modèle. Le plus facile, en fait, c'est de s'asseoir dans le modèle et rester dedans. Ouais. Donc, pour Enerprox, moi, c'est une très belle aventure qu'on est en train de vivre actuellement. Enerprox, en fait, l'idée d'Enerprox... Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y, continue. Non, parle-nous d'Enerprox. Ouais. S'il vous plaît. En fait, après mon passage chez Sotec, où l'idée d'être plongé à 100% dans cette notion d'énergie renouvelable, d'énergie décentralisée, de proximité, ce qui m'a interpellé, c'est de rendre accessible, simplifier l'accès à l'énergie propre. Puis, la réalité, en fait, c'est que accéder à l'énergie fossile, c'est simple. Ils sont arrivés quand même côté structure corporative à bâtir une chaîne de valeur hyper efficace. Je veux dire, acheter du combustible fossile aujourd'hui, tu prends le téléphone, t'appelles, ils livrent, facture mensuelle. La chaîne de valeur, elle est simple, c'est accessible. N'importe qui a des sous peut accéder à cette énergie-là. Puis quand on regarde du côté de l'énergie propre, c'est compliqué. Tu sais, en date d'aujourd'hui, un client industriel qui veut s'approvisionner, sans le nommer en gaz naturel, il appelle Énergir. Le tuyau de gaz naturel se passe dans la rue, il se raccorde, il y a une facture à tous les mois. C'est efficace, c'est simple, ça remplit le besoin, ça remplit le service. Le client veut de la chaleur dans son bâtiment, chauffer l'eau, chauffer l'air. Ça rend le service que ça a à rendre. Puis quand il prend le téléphone pour appeler de l'autre côté, j'aimerais accéder à de l'énergie propre. Wow! Là, c'est un projet. Peux-tu chauffer au biogaz? C'est un projet, exactement. projet. C'est une complexité. Donc, moi, ce qui m'a interpellé dans l'énergie de proximité, dans l'énergie renouvelable, dans la création d'Enerprox, c'est de simplifier l'accès à cette énergie propre. Puis ce qui m'inspire quand je projette Enerprox dans le futur, c'est de me dire Enerprox a l'opportunité de devenir un fournisseur d'énergie thermique propre d'envergure internationale. On peut se permettre de rêver parce qu'on a l'ingénierie, on a la connaissance, on a le savoir et on est au Québec dans un environnement hyper propice avec, comme on disait, l'hydroélectricité, mais avec tout ce qui est les soutiens au niveau des subventions, au niveau de la communauté d'affaires qui pousse derrière cette notion d'énergie renouvelable. Donc moi, je rêve de voir un Enerprox dans 10-15 ans être un fournisseur d'énergie thermique propre qui va rendre accessible cette énergie propre aussi efficacement que l'énergie fossile se déploie aujourd'hui. Youhou! Ben, Pourquoi tu pas? vas manger Ben oui. du verre, mon gars. Non, mais il y a tout un timing là aussi. Tu sais, je pense, on est rendu là. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est rendu là. On n'a pas le choix d'être rendu là. Tu sais, puis comme tu dis, la valeur de la technologie a diminué. Je pense que à la bonne place au bon moment, Christian. Je pense bien aussi, tu sais, je veux dire, on placote entre amis, puis on a envie, puis là, je sais que ça convient pas avec ce que tu disais tantôt, c'est que ça va d'abord et avant tout passer par les grandes industries, puis les grandes surfaces, tout ça. Mais quand même, le citoyen ordinaire comme moi, il aimerait ça, avoir une toiture en panneaux solaires, puis tu sais, il y a un engouement mainstream, il y a la culture, comme tu dis, la culture est rendue là, puis moi, quand je regarde ma fosse septique, je me dis « Hey, on pourrait faire du biogaz! » Non, c'est pas vrai. Ça serait pas l'énergie propre. Non, mais juste, c'est notre voiture électrique, tu sais, à quel point c'est écologique, on sait pas trop, tu sais. Mais en même temps,
ça répond à notre besoin de faire une part, puis Faire quelque éventuellement chose, d'avoir des solutions qui sont réellement, qui amènent un réel changement, qui apportent un réel changement. Mais je pense que ça va faire du bien à tous les petits cœurs de ce monde. Puis ta fille, là, pour boucler la boucle, là, est-ce qu'elle travaille pour Petro-Canada ou as-tu réussi? T'as-tu réglé ton angoisse? Ça a pris une vingtaine d'années, mais c'est réglé. Ah, c'est réglé. On se parle plus de réglé. Non, ma fille, 22 ans aujourd'hui. Une Montréalaise qui habite sur le plateau Mont-Royal, donc... elle a réussi. Elle a réussi. Non, c'est pas vrai. Pour son type, elle est... en fait, elle fait des capsules de vulgarisation pour Hydro-Québec liées à l'énergie. Pour aider les délégués commerciaux à vulgariser les notions d'énergie auprès des clients. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, la vulgarisation, c'est une des forces que l'on doit développer dans le domaine de l'énergie, une certaine complexité. Donc, de vulgariser tout ça. Puis j'ai 2 jumeaux aussi de 12 ans là, qui, j'espère, vont être la relève. Hey, bravo! Merci d'avoir fait des enfants. Tu sais, c'est beau. Ouais, puis merci pour la vulgarisation aujourd'hui. Je veux dire, moi j'en ai appris beaucoup là, sur toutes ces notions-là d'énergie de proximité et tout. Je pensais pas qu'on pouvait produire très bientôt notre énergie, admettons, ici à Victoriaville. Je pensais pas qu'une entreprise comme la tienne pouvait être un futur producteur d'énergie. C'est très cool, ça, sans faire de trou. Très agréable d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Christian.